On commence tout de suite ce Lex Inside avec Marion Carrega, consul chez Aramis, pour parler des actions en justice sur le fondement du devoir de vigilance. Marion, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, dans quel contexte a été instauré le devoir de vigilance et quels sont les objectifs poursuivis par cette réglementation ? Alors, le devoir de vigilance, il a été instauré en France par une loi du 27 mars 2017. Cette loi, elle est souvent présentée comme ayant été une réponse au drame du Rana Plaza, du nom de cet immeuble à Dhaka, au Bangladesh, qui s'était effondré en 2013, causant la mort de plus de 1000 personnes. Les victimes de ce drame étaient principalement des ouvrières du textile qui travaillaient dans des conditions déplorables pour des fournisseurs de grandes marques occidentales. Alors effectivement, ce drame est venu révéler les failles et les limites des politiques RSE des grandes entreprises qui étaient alors en place. On a donc eu, comme souvent, une prise de conscience politique qui a accéléré l'action législative. Donc dans ce contexte, l'objectif de la loi, c'est de responsabiliser les entreprises, de faire en sorte qu'elles veillent à prévenir les risques liés à leur activité, non seulement à leur niveau, c'est-à-dire au dernier échelon, mais également pour tous les acteurs de leur chaîne d'approvisionnement ou de production, les filiales, les sous-traitants, les fournisseurs. C'est ici une obligation de prévention. Bon, on voit bien maintenant comment se définit le devoir de vigilance, mais concrètement, quelles sont les obligations qui pèsent sur les entreprises ? Alors, les sociétés qui sont concernées, donc qui sont les grandes entreprises françaises multinationales, ont l'obligation d'élaborer ce qu'on appelle un plan de vigilance et de publier ce plan de vigilance dans leur rapport annuel de gestion. Ce plan, il est censé identifier et prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé et à la sécurité des personnes, ainsi qu'à l'environnement, lorsque ces atteintes elles sont causées par l'entreprise et ses filiales, mais également par ses fournisseurs et ses sous-traitants avec lesquels elle a une relation commerciale durable. La loi est venue préciser quel était le contenu attendu du plan de vigilance. Il y a 5 parties qui doivent y figurer obligatoirement. Une cartographie des risques, les mesures de prévention et d'atténuation de ces risques avec un dispositif de suivi de leur mise en place, un mécanisme d'alerte et des procédures d'évaluation des fournisseurs et sous-traitants. Sur les sanctions, la loi ne prévoit pas à proprement parler de sanctions. Elle prévoit quoi alors ? Elle prévoit en fait la possibilité pour toute personne justifiant d'un intérêt à agir, ça peut être des associations, des ONG, des collectivités locales, la possibilité de mettre en demeure une entreprise de se mettre en conformité avec la réglementation. Et si l'entreprise ne satisfait pas cette mise en demeure dans un délai de 3 mois, le juge peut être saisi et le juge peut, si le manquement est constaté, enjoindre à l'entreprise de modifier et compléter son plan de vigilance. Alors on voit un peu le mécanisme pour faire un recours, une action en justice. Quels sont les enseignements des premières affaires qui sont devenues devant les tribunaux ? Alors, on a, depuis l'entrée en vigueur de la loi, une vingtaine d'entreprises qui ont été mises en demeure ou assignées pour des manquements au devoir de vigilance, avec effectivement donc des premières décisions qui sont arrivées en 2023. Les premières décisions étaient des décisions qui ont rejeté les actions qui avaient été engagées contre les entreprises pour des motifs d'irrecevabilité. Donc, ce n'étaient pas des décisions au fond sur le bien fondé des demandes. La première décision au fond, elle a été rendue le 5 mars 2023 dans une procédure qui avait été engagée contre la Poste par le syndicat Sud PTT sur des sujets liés à l'emploi de travailleurs sans papier dans des filiales de la Poste. Alors, il y a évidemment un grand nombre d'enseignements qu'on peut tirer de ces décisions. J'en mentionnerai 2. Le premier, c'est, je pense, qu'on peut noter une très forte incitation du juge à une collaboration entre les parties, c'est-à-dire entre l'entreprise et les parties prenantes. Et pour le juge, cette collaboration, cette phase de dialogue, elle doit se faire non seulement au stade de l'élaboration du plan de vigilance, mais également lorsqu'une entreprise est mise en demeure pour pouvoir remédier aux manquements qui lui sont reprochés et donc éviter un contentieux.
Et d'ailleurs, on a vu qu'à plusieurs reprises, alors que des procédures avaient été engagées contre des entreprises, le juge est venu enjoindre les parties de rencontrer un médiateur. Il y a plusieurs médiations qui sont en cours et d'ailleurs l'une d'elles a déjà permis d'aboutir à un accord. Un autre enseignement, et tout particulièrement, je pense, de la décision qui a été rendue contre La Poste, qui était la première décision de condamnation d'une entreprise pour un manquement sur le devoir de vigilance, ça a permis en fait au juge de venir clarifier quel était son rôle. Quel était son rôle dans vérifier si les entreprises, effectivement, se conformaient bien à leurs obligations. Pour le juge, il a bien précisé qu'il était là pour s'assurer que les entreprises avaient publié un plan de vigilance et que ce plan de vigilance comportait les 5 parties que j'ai mentionnées plus tôt et donc du coup était conforme à la loi. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans l'affaire contre La Poste, le juge a ordonné à La Poste de modifier son plan de vigilance et notamment de préciser sa cartographie des risques qui était considérée comme beaucoup trop imprécise. En revanche, le juge a souligné qu'il n'était pas là pour apprécier si les mesures, les actions qui sont décrites dans le plan de vigilance sont appropriées ou sont efficaces. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans cette même affaire donc, contre La Poste, le juge a rejeté les demandes du syndicat qui visaient à ce qu'il soit imposé à La Poste de prendre des mesures très précises. Là, le juge considère qu'il n'a pas à se substituer à l'entreprise ou aux parties prenantes pour déterminer quelles mesures sont effectivement à prendre. Pour terminer, un mot sur la future directive sur le devoir de vigilance. Alors effectivement, on a une directive qui va être adoptée cette année. Cette directive européenne, elle va profondément modifier le mécanisme de contrôle et de sanction qui est actuellement prévu par la loi française. Sur le contrôle, tout d'abord, ce contrôle du respect des obligations sur le devoir de vigilance, il va être confié à une nouvelle autorité, une autorité nationale et spécialisée, qui aura des pouvoirs d'enquête larges et des pouvoirs d'enquête assez larges. Sur la sanction, ensuite, la grande nouveauté, ça sera que cette même autorité nationale aura la possibilité de prononcer des amendes administratives contre les entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations. Et ces amendes pourront aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc ça va plus loin que la loi française de 2017. Ça va beaucoup plus loin. Et pour finir, je dirais aussi que là où ça va plus loin, c'est que les seuils d'application du devoir de vigilance prévus par la directive sont plus larges que ce qui est prévu actuellement par la loi française. Et donc, plus d'entreprises sont susceptibles d'être concernées par le devoir de vigilance. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud, merci de m'avoir reçu. On poursuit ce Lex Inside et je suis en compagnie de Fabrice Lorveau, associé chez FTPA, avec qui on va parler de smart contract. Fabrice, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce qu'un smart contract? Un smart contract, c'est un protocole informatique qui va permettre l'échange automatisé d'actifs dématérialisés qui sont enregistrés dans la blockchain. En français, on appelle ça un contrat intelligent. Alors, Paris Place de Droit vient de sortir un livre blanc sur cette question. Pourquoi s'intéresser à ce sujet? Alors, déjà, si vous voulez, il faut savoir que le smart contract s'inscrit dans la révolution numérique et on a la particularité avec ce nouvel outil, comme les autres, que le fait précède le droit. Donc, on est passé d'un droit qui était basé sur une détention matérielle à des pratiques qui sont basées sur de l'immatériel. Et le droit est très en retard par rapport à ça. Et comme la nature a horreur du vide, il est préférable d'essayer de mettre le droit au niveau du fait. Alors pourquoi Paris Place de Droit doit absolument, ou la place de Paris, se saisir de ces sujets ? Alors, derrière tout ça, d'abord, c'est son rôle. Paris Place de Droit est là pour promouvoir Paris comme capitale internationale du droit. Et derrière ce vide juridique, il y a un enjeu important de souveraineté, puisque, comme on sait, la nature a horreur du vide. Ce smart contract va se développer et il est préférable qu'il soit régi par du droit européen avec nos principes et nos valeurs européennes, plutôt que de subir un modèle étranger, anglo-saxon, chinois, indien.
Alors rentrons dans vos propositions issues du livre blanc. Quelles sont vos préconisations vis-à-vis des sujets des smart contracts? Alors, le leitmotiv, c'est éduquer et fédérer. C'est d'abord éduquer le public, puisque ce nouvel outil informatique a pour objet est destiné au grand public, et cet outil n'est qu'une pièce du puzzle numérique. Il fait appel à des concepts qui sont parfois obscurs pour le grand public, à savoir la blockchain, la monnaie électronique, le portefeuille électronique. Donc déjà, notre première démarche, elle est pédagogique, c'est de vulgariser pour que le grand public puisse prendre la mesure du smart contract. Et en même temps, dans le grand public, il y a aussi les commerçants, et il faut les aider à faire cette transition entre le contrat papier qu'ils utilisent avec ce smart contract, qui est ce protocole informatique. Et donc, c'est pour les aider à réfléchir sur comment ils vont faire évoluer leur process actuel de vente de biens et services par le biais d'un smart contract. Alors, dans ce livre blanc, vous êtes intéressé aussi aux aspects techniques des smart contracts. Quelles sont vos propositions en la matière ? Alors, deux propositions essentielles à retenir. La première, c'est que pour que le smart contract fonctionne de la manière la plus rapide et la plus efficace possible, il faut que l'échange soit d'un côté échange produits et services et de l'autre côté l'échange de monnaie. Et ça pose la problématique des crypto-monnaies, dont on sait que c'est une initiative privée pour le moment et qui n'a pas de contrepartie assurée, avec soit la fluctuation du cours, soit la disparition de la monnaie. Donc l'idée, c'est vraiment de promouvoir le rôle des monnaies nationales des banques centrales comme crypto-monnaie, comme pour garantir l'efficacité du smart contract. Et en même temps, promouvoir des normes internationales pour qu'il n'y ait pas ou qu'il y ait très peu de discussions sur la technologie utilisée par le smart contract. Il ne faut pas qu'on soit confronté à des milliers de smart contracts utilisant des milliers de technologies. Alors évoquons maintenant les dangers. Quels sont les risques pour les smart contracts? Alors le premier danger, c'est effectivement que cet outil qui va être nouveau soit utilisé par des gens mal intentionnés, et donc il faut sensibiliser les autorités répressives pour que si on détecte des smart contracts frauduleux, on puisse les intercepter et les neutraliser. Réagir rapidement. Le plus rapidement possible. Ensuite, il faut effectivement aussi sensibiliser les juridictions et les juges, parce que ces smart contracts aboutiront peut-être probablement ou forcément devant les tribunaux, et donc il faut que les tribunaux et les juges soient sensibilisés dès à présent à ce nouvel outil qui va arriver. Et enfin, pour éviter l'explosion des litiges qui pourraient paralyser l'avenir du smart contract, il faut que leurs concepteurs intègrent dans les smart contracts des modes de résolution des litiges pour éviter d'encombrer aussi les tribunaux. En dernier lieu, est-ce qu'on peut formuler un vœu pour l'avenir des smart contracts? Oui, c'est effectivement, c'est oser la vitesse sans la précipitation. C'est un outil d'avenir, mais il faut le penser et le réguler. Merci Fabrice Lorveau. Je rappelle que vous êtes expert au sein de Paris Place de Droit. Vous avez participé à la rédaction de ce livre blanc, également associé au sein du cabinet FTPA. Merci Arnaud. On poursuit ce Lex Inside avec Olivier Piqueret, associé chez Allen & Overy, avec qui on va parler des nouvelles aspirations des salariés et comment les entreprises peuvent y répondre. Olivier, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pouvez-vous rappeler d'abord ce qu'on entend par les nouvelles aspirations des salariés? Alors en fait, c'est un terme qui vient en réaction au nouveau monde du travail. On est dans un monde dans lequel convergent différents phénomènes qui viennent bouleverser le travail. Alors tout d'abord, on est dans une ère post-Covid, avec les confinements, avec une nouvelle organisation du travail, où le télétravail a littéralement explosé. Donc une première aspiration qu'on voit des salariés, c'est un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. On est aussi dans un monde où la génération Z, c'est-à-dire celle qui est arrivée après 1997, qui est née après 97, arrive sur le marché du travail. Et elle a des aspirations complètement différentes de ses aînés. Donc elle veut par exemple une organisation plus horizontale du travail, elle veut plus de liberté, elle est également en quête de valeurs, en quête de sens dans le travail. Donc elle recherche des entreprises qui ont des valeurs particulières, notamment en termes de diversité et d'inclusion. Et on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire sur le sujet, notamment sur le long terme. On sait également que beaucoup de salariés, alors ça c'est toute génération confondue, sont confrontés à une érosion de leur pouvoir d'achat dans le contexte économique qu'on connaît. Donc c'est également des aspirations. Donc on a des aspirations en termes de temps de travail,
en termes d'équilibre vie privée, vie professionnelle et également des aspirations économiques. Alors on comprend mieux ces nouvelles aspirations. Quelles lois permettent aux entreprises de répondre aux événements de la vie privée des salariés ? Alors, c'est effectivement une attente importante des salariés. On sait qu'il y a déjà les conventions collectives qui prévoient beaucoup de dispositions, notamment des congés additionnels en cas d'événements spécifiques de la vie, notamment événements familiaux. Voilà, naissance, mariage, décès. Mais ce qu'on sait également, c'est que les salariés attendent aujourd'hui davantage de bienveillance de la part de leur employeur, parce que leur vie peut être émaillée d'événements plus ou moins heureux qui vont affecter leur capacité à travailler et à délivrer. Alors, parmi les exemples récents, on a notamment la loi du 9 mars 2023, la loi dite DDADUE, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, qui prévoit notamment d'assimiler à du travail effectif certains types de congés. Par exemple, congé parental d'éducation à temps partiel, le congé de présence parentale, par exemple. Voilà, ça c'est une première loi. Une autre loi qui est un peu plus innovatrice, c'est la loi du 7 juillet 2023 pour les femmes qui sont victimes de fausses couches. Et alors cette loi-là leur permet d'avoir un arrêt de travail rémunéré sans journée de carence et également un accompagnement psychologique, un parcours d'accompagnement psychologique particulier. Et enfin, la dernière loi récente, c'est une loi du 9 juillet 2023 qui vise à accompagner les familles qui ont des enfants atteints de maladies ou d'un handicap ou alors qui sont victimes d'un accident grave. Et à ce moment-là, la loi leur donne, elle adapte la durée de certains congés, elle leur donne également plus de télétravail, également une protection contre le licenciement. Alors vous en avez parlé au début de cette interview, la loi essaye de s'adapter aux nouvelles aspirations du travail et notamment à cette nouvelle organisation. Concrètement, que fait la loi au niveau de la flexibilité des salariés au travail ? Alors là, on pense surtout au télétravail. Donc le télétravail, c'était mis en place par l'ANI, l'accord national interprofessionnel de 2005. Ça a été codifié ensuite dans le Code du travail. Et alors la loi française, elle est très peu prescriptive sur le sujet. Et elle laisse vraiment l'employeur le soin de définir sa politique de télétravail. Alors soit en concertation avec les partenaires sociaux avec un accord collectif, ou alors par une charte unilatérale. Mais même s'il n'y a pas ça, l'employeur et le salarié peuvent se mettre d'accord eux-mêmes sur comment on va mettre en place ce télétravail. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, ce qu'on sait, c'est que le télétravail, comme je le disais, a explosé depuis le Covid, et ça a créé un mode de travail, un mode d'organisation durable. Et les salariés, ils sont très attachés. C'est devenu un peu comme un acquis. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les employeurs, ils déchantent un petit peu sur le sujet. Ils voudraient revenir à une organisation, on va dire peut-être une utilisation plus raisonnée ou raisonnable du télétravail. Donc ça veut dire de nouvelles négociations, pas forcément évidentes. Il faut également que les employeurs gardent bien à l'esprit que ce télétravail et cet équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est une aspiration qui est très forte de la part des salariés. Et qui va durer. Exactement. Et c'est un acquis. Ils veulent que ça garde, que ça demeure. Alors, autre aspiration, c'est des attentes au niveau financier. Vous en avez parlé également. La conjoncture aussi, avec l'inflation, etc., a fait rejaillir ces aspirations. Et le législateur a proposé une loi sur le partage de la valeur. Qu'est-ce que dit cette loi ? Alors, la loi sur le partage de la valeur, c'est la loi du 9 novembre 2023. En fait, son but, c'est de démocratiser, faciliter l'utilisation des dispositifs de partage de la valeur au sein des entreprises, et notamment des entreprises entre 11 et 50 salariés. Donc, il y a eu pas mal de mesures qui ont été mises en place par cette loi. Je vais en citer juste quelques-unes à titre d'exemple. Donc, par exemple, pour les entreprises qui ont entre 11 et 50 salariés, elles peuvent mettre en place un système de participation avec une formule dérogatoire, même moins favorable que la loi. Donc ça, c'est possible pour une durée de 5 ans qui est expérimentale. Ensuite, les entreprises qui ont entre 11 et 50 salariés, pour le coup, elles vont être contraintes de mettre en place un dispositif de partage de la valeur, quel qu'il soit, participation, intéressement ou une prime de partage de la valeur, par exemple, si pendant 3 années consécutives, elles dégagent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% de leur chiffre d'affaires. Donc là, c'est vraiment une nouvelle obligation, une nouvelle contrainte. Pareil, une nouvelle contrainte pour les entreprises de plus de 50 salariés qui vont devoir négocier ce qu'on appelle les bénéfices exceptionnels. Donc elles vont devoir définir ce que c'est et quelles conséquences pour les salariés. Donc ça peut être par exemple le versement d'un supplément de participation, un supplément d'intéressement. Voilà, c'est vraiment ce type de mesure. On voit que le législateur a voulu démocratiser ces dispositifs de partage de la valeur dans le but d'aider les salariés notamment et à récolter les fruits de
de l'activité de la société. Alors parfois, les entreprises vont plus loin que la loi, justement, pour essayer de répondre aux aspirations de leurs salariés. Vous avez des exemples à nous mentionner? Oui, et c'est là où ça devient effectivement intéressant. On voit que les entreprises innovent et vont plus loin que la loi sur le sujet. Alors le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est le congé menstruel. Le congé menstruel, alors ça a été instauré dans la loi espagnole en 2022. On n'a rien en France pour le moment. Il y a eu 3 propositions qui sont arrivées au Parlement au cours de l'année 2023 pour créer ce congé menstruel, donc pour accompagner les femmes qui ont des règles douloureuses ou alors qui sont victimes d'endométriose. Pour l'instant, ça ne passe pas en France. Bon, faut savoir que par exemple au Japon, ça fait 75 ans que le congé menstruel existe, en quoi que l'équivalent existe. Donc des entreprises, elles, et même des collectivités publiques se sont saisies du sujet. Donc on a par exemple des entreprises comme Good Days, Louis Design, Carrefour par exemple, qui ont mis en place... Ils sont pionnières en la matière. Voilà, un congé menstruel. La métropole de Lyon, la métropole de Strasbourg, la ville de Saint-Ouen ont mis en place également ce congé menstruel. Donc c'est en général 2 jours par mois, rémunérés, et même parfois on ne demande même pas de justificatif aux salariés pour bénéficier de ce congé. Donc ça, c'est un premier exemple. On a également un autre exemple c'est le groupe Safran qui a mis en place une politique sur la parentalité et pour notamment des absences rémunérées en cas de parcours PMA. Ça, c'est un autre exemple. Au niveau des branches, c'est la branche Syntec qui a négocié un accord également sur le sujet prévoyant une absence rémunérée en cas d'interruption spontanée de grossesse avant la 22e semaine de grossesse. Et ce qui est intéressant, c'est que si le conjoint de la mère est également salarié de la branche, il peut aussi bénéficier de ce congé. Donc voilà, ça c'est assez innovant. C'est complètement innovant. Alors la dernière chose un petit peu innovante, mais qui met un petit peu de temps à arriver, c'est la semaine de 4 jours. Ça pose des difficultés aussi dans la mise en place, j'imagine. En termes d'organisation, en termes de négociation, en fait, on comprend le dispositif qui est relativement simple, c'est-à-dire qu'on réduit la durée du travail sur 4 jours, par exemple à 32 heures ou 35 heures réduites sur 4 jours, sans baisser la rémunération. Donc ça veut dire qu'en termes d'efficacité de la part des salariés, ça leur oblige à être davantage efficace sur une durée plus courte, mais ça demande également une nouvelle organisation opérationnelle. Donc pour l'instant, le secteur de l'assurance commence un petit peu à toucher cette problématique. En revanche, d'autres secteurs comme la finance par exemple n'y touchent pas du tout pour le moment. Donc il y a encore un peu de travail à faire. À suivre alors. Exactement. Merci d'être venu sur notre plateau, Olivier. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.